capitalisme agraire en France, de son origine, de son évolution et de de quels moyens et de quelles perspectives politiques on se donne pour le combattre. Ce topo, il ne vient pas de nulle part, il vient bien évidemment, non pas de la situation ouverte, ce serait un peu beaucoup, mais en tout cas des questions qu'a pu poser le mouvement des agriculteurs de l'hiver dernier, du mois de janvier, du mois de février dernier. Alors pour introduire un peu à la discussion, on vous a mis une photo, là vous voyez, une carte à gauche des principaux barrages qu'il y a eu lors des mouvements de janvier-février, et à droite, une carte de l'espace agricole où les régions sont divisées selon les spécialisations agricoles. Ce qu'on constate sur cette carte, c'est que il y a des régions qui sont absolument pas touchées. Donc vous voyez en fait tout le carré entre Paris, Le Mans, entre Paris, Le Mans, Tours, Auxerre, voilà. Cette grande région-là est modérément touchée. Toute la partie Amiens, Reims, Auxerre également. Et vous voyez que ça correspond sur la carte des spécialisations agricoles à la fois à cette région qui s'appelle la Beauce et à cette région qui s'appelle la Champagne, qui sont les deux grosses régions de production céréalière en France. Et c'est les régions où il y a beaucoup de fric, voilà, et une véritable grosse bourgeoisie agricole qui a des grosses exploitations, etc. A contrario, vous voyez qu'il y a des endroits où il y a eu beaucoup plus de choses. En Bretagne, dans le sud-ouest, c'est-à-dire ici, si vous avez un peu ouvert l'œil, d'ailleurs vous avez vu sur la route jusqu'à ici, beaucoup d'affiches appelant à voter pour la coordination rurale du 47, qui est un des syndicats agricoles qui a été très actif dans le mouvement. Et vous voyez que c'est plutôt les régions ou bien d'élevage ou bien de polyculture. Polyculture, c'est quand sur la même exploitation, il y a à la fois une production végétale qui a pour but notamment de nourrir les animaux qu'on y élève. Et c'est plutôt des territoires avec des exploitations un peu plus petites qui subissent un peu plus ce qu'on appelle la crise agricole. Autre truc un peu à constater, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de mobilisation dans les régions viticoles. Pas beaucoup de mobilisation dans le Bordelais. Et vous voyez, entre Dijon et Valence-Avignon, c'est Bourgogne, Beaujolais, Côte-du-Rhône, il y a eu beaucoup de mobilisation, mais ce n'est pas vraiment des viticulteurs. C'est plus... D'ailleurs, quand vous regardez les blocages, il n'y avait pas beaucoup, c'était pas des litres de vin qui étaient déversés sur le sol, mais c'était des ballots de paille. Et c'est vraisemblablement plus les petits éleveurs, les petits céréaliers ou les petits polyculteurs des zones du Massif central et des Alpes ou du Jura, qui sont des régions agricoles plutôt en déclin, même s'il y a des agriculteurs qui surnagent. Pourquoi on a commencé par montrer ça? C'est pour d'emblée arrêter de parler du monde agricole, des agriculteurs, etc., comme étant une classe sociale ou un groupe homogène. C'est pas vraiment une classe sociale, c'est un groupe très hétérogène, pas très nombreux, et peut-être d'autant plus hétérogène qu'il n'est pas très nombreux. Donc il y a une multiplicité de situations et de positions sociales. Il y a, comme on va le voir, une véritable différenciation qui a lieu au sein de l'agriculture en France. Et il y a un discours politique, notamment par les syndicats agricoles, de parler du monde agricole, mais il y a une réalité qui est totalement opposée. Le but du topo, ça va être un peu d'expliquer comment on en est arrivé à cette situation, de grande hétérogénéité, en même temps que de nombre extrêmement réduit de la population des agriculteurs, et des raisons, des racines un peu sociales de la colère du monde agricole. Parce qu'en fait, ce qu'on avait vu lors du mouvement de l'hiver dernier, un peu les revendications qui avaient été mises en avant, à savoir la suppression de l'augmentation de la taxe sur le gasoil non routier, ou alors il y avait des problèmes concernant des maladies d'élevage, ou alors ce que mettaient beaucoup en avant les syndicats majoritaires comme la FNSEA, il y a trop de normes, etc., il y a trop de paperasse et de bureaucratie. En fait, c'était un peu des éléments qui faisaient déborder la goutte d'eau dans le vase de la colère. Mais on se doute bien que, un peu à l'instar du mouvement des Gilets jaunes, en fait, la situation est bien plus profonde et a des racines plus anciennes, quoi. Donc en premier, la période qui va nous intéresser un peu le plus, c'est quand même celle qui... on va d'abord se concentrer sur la France, après la Seconde Guerre mondiale. On pourrait revenir bien avant, mais... par raison de temps, on ne va pas trop pouvoir. Donc en fait, après la Seconde Guerre mondiale, la famine qui gagne pas mal de villes et la production en fait avait été réquisitionnée. Et au sortir de la guerre, l'agriculture française elle est vraiment exsangue et le pays est largement dépendant en fait des importations états-uniennes. Donc à l'appel de Gaulle, il va exhorter les agriculteurs à relancer l'agriculture française afin de gagner, premièrement, l'indépendance et la souveraineté alimentaire du pays, comme il disait.
mais surtout de la relancer économiquement et en se faisant une place, une indépendance un peu sur la scène internationale. Ce qui a entraîné en fait tout un tas de politiques et de réorganisation de l'agriculture qui va se moderniser à vitesse grand V, mais aussi pas seulement l'agriculture en elle-même, mais tout ce qui comprend de l'amont à l'aval, à savoir la modernisation des outils de production, il va y avoir la généralisation des tracteurs, et pour qu'ils se généralisent et pour qu'ils puissent passer partout, on va arracher toutes les haies aussi qui caractérisaient en fait les délimitations des petites exploitations pour faire des exploitations beaucoup plus grosses, plus facilement mécanisables. C'est ce qu'on a appelé le remembrement. Également l'utilisation des intrants chimiques qui va se généraliser avec tous les grands producteurs d'engrais et d'intrants et de pesticides évidemment. Et également, troisième volet assez important, c'est les avancées en recherche génétique pour obtenir des variétés et des races toujours plus productives. Donc voilà, c'est un peu sur ces bases-là de modernisation technique que va se construire le modèle agricole que l'on connaît encore aujourd'hui. Alors l'impératif, il est vraiment à produire le plus possible et le plus rapidement possible. Et les petits paysans vont être contraints de s'endetter rapidement pour moderniser leurs exploitations. Et en fait, rejoindre sur le modèle des plus grandes exploitations. Alors les plupart des agriculteurs sont encouragés à acquérir des nouvelles terres ou bien à les louer par une réforme du statut du fermage qui avait déjà lieu avant en 1946, qui est plus favorable à la circulation des terres agricoles entre les mains des paysans par un statut plus favorable et un prix du foncier qui était plus bas que le niveau européen. Évidemment, si elles vont faciliter en fait la répartition des terres, ces mesures elles vont profiter dès le départ aux plus gros exploitants qui vont pouvoir acquérir plus rapidement plus de surface. Déjà, dès en fait, la première établissement des politiques agricoles après la Seconde Guerre mondiale, en fait, l'écart entre les petits et les gros agriculteurs va se creuser irrémédiablement et les moyennes exploitations vont s'agrandir, tandis que celles de moins de 20 hectares vont disparaître progressivement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le statut justement du fermage, donc c'est-à-dire la location des mises en location de terres agricoles, il a conduit à une répartition de plus en plus inégale de ces terres agricoles justement. On a quelques chiffres, on va pas s'arrêter là, mais entre 1946 et 1980, en fait, la proportion des terres agricoles qui étaient en location a été comprise entre 40 et 51%. Et à partir de 1980, ça a fortement augmenté, ce qui veut dire que dans les années 2010, là, en fait, le dernier recensement qui avait étudié un peu ça avait montré qu'il y avait 75% de la surface agricole qui était en location. Donc, dont les agriculteurs qui l'exploitent ne sont par définition pas propriétaires, quoi. Alors, pour revenir un petit peu sur justement cette modernisation, mécanisation de l'agriculture, ça a eu les effets escomptés, c'est-à-dire atteindre la souveraineté alimentaire, mais ça a très rapidement dépassé cet état-là. Et dans les années 70, il y a une première crise de surproduction qui est engendrée par ce nouveau modèle, qui a eu lieu, et notamment chez les producteurs laitiers. Et en fait, ce qui est intéressant, ce qu'on va voir, c'est que, un peu pris dans ces contradictions, ils ont dû assez vite réformer, on va le voir dans une seconde partie, les politiques agricoles communes au niveau européen pour faire face à ces crises de surproduction qui se généraient. Également, une autre conséquence de cette modernisation et de cette exhortation aux petits agriculteurs à devenir des grands exploitants ou en tout cas à adopter un modèle très moderne, c'est que le nombre d'exploitations agricoles va baisser énormément. Donc on voit que en fait, en 50 ans, le nombre d'exploitations il a été divisé par 4. Et à l'inverse, la taille moyenne des exploitations, il a été quasiment, lui, multiplié par 4. Donc il y a une tendance en fait à l'avalement des petites exploitations par les grosses qui se poursuit très nettement et à l'agrandissement des exploitations existantes. Même s'il faut émettre une petite nuance parce que pas se fier uniquement à la surface de l'exploitation parce qu'il y a par exemple certains types de production qui concentrent assez peu de surface mais qui ont une valeur ajoutée par surface très élevée comme la viticulture ou alors l'élevage très intensif. Également, ce qu'on a vu depuis
changement de l'agriculture et qui continue encore aujourd'hui, c'est une hausse de la tertiarisation, de recours à de la main-d'œuvre externe et des services en dehors en fait, de l'exploitation traditionnelle un peu familiale, notamment pour les plus grosses exploitations. Et car en fait, seulement 60% aujourd'hui des exploitants restent non employeurs, c'est-à-dire qu'ils en fait, ils sont tout seuls à travailler sur leur exploitation. Donc en fait, ce qui se met en place et continue, c'est une dynamique, on pourrait faire un parallèle un peu avec une dynamique écologique qui s'appelle de la Reine Rouge, en référence à Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire que un peu prise dans cette course à la production et au profit, pour continuer en fait d'avancer, on est obligé de courir toujours plus vite alors qu'en fait on commence à stagner. Et ça se vérifie en fait par les rendements agricoles qui en fait plafonnent depuis pas mal d'années et se maintiennent d'une année sur l'autre avec peine en fait qu'avec toujours plus de renforts de machinisme et de chimie. Donc en fait c'est un peu l'image aussi de ce développement du capitalisme agricole qui est de plus en plus éclaté et inégal. Et donc, piégés en fait, voilà, dans cette un peu course effrénée, les agriculteurs les moins favorisés se sont très vite retrouvés en tenaille, voués à disparaître pour les moins adaptés entre guillemets d'entre eux, pris en tenaille entre du coup l'amont qui concerne du coup les fabricants des machines agricoles, les semenciers, les fabricants d'engrais et bien sûr aussi les banques, au premier lieu le Crédit Agricole, qui du coup vendent et génère de l'endettement astronomique pour les agriculteurs. Et également tout ce qui est l'aval, donc les grandes coopératives qui demandent un certain rendement de plus en plus élevé, et la grande distribution qui se fait commencer une marge assez importante sur le dos des agriculteurs. Donc, pour arriver à une deuxième partie, un peu plus sur l'évolution au niveau européen, mais qui, on va le voir, en fait, est très liée à l'évolution du capitalisme agricole français. Donc on va faire un petit rappel historique sur les différentes moutures des politiques agricoles communes, du coup, de la PAC. Donc ça, on va le détailler un peu après. Ça c'est plutôt pour des chiffres actuels. Alors la première politique agricole commune a été promue en 1962 suite à des discussions qui avaient eu lieu lors du traité de Rome et de l'établissement de la communauté économique européenne, et donc comportait trois grands principes. Donc l'unité de marché, donc avec un marché unique au sein de la communauté, la solidarité financière, c'est-à-dire un budget commun européen, et la préférence communautaire, donc mise en place d'un marché protectionniste. Un de ces socle phare en fait de cette politique commune, c'était la mise en place de prix garantis et de restitution aux exportations. Donc un soutien financier, parce que par exemple lorsque le producteur vendait au-delà de la communauté, ce qui va d'ailleurs particulièrement favoriser les grands céréaliers, qui eux pouvaient en fait déjà produire suffisamment pour sortir des limites de l'espace communautaire. Et en plus de ça, mise en place de taxes importantes sur les importations. Donc voilà, une sorte de protectionnisme européen, avec donc l'objectif de souveraineté alimentaire dont on a parlé juste avant, qui va être très rapidement atteint. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ces mesures-là de prix garantis, alors qui n'étaient pas tous égaux selon les productions, c'était plutôt pour le lait, les céréales, un peu la viande aussi, mais ça reprenait en fait déjà ce qui était mis en place ou qui commençait à se mettre en place au niveau de la France, et ceux qui ont été un peu les fers de lance de la construction de cette politique commune à l'échelle de l'Europe, ça a été en premier lieu en fait les syndicats agricoles français, donc notamment la CNJA, la Centre national des jeunes agriculteurs, qui a été fondée en 1957 et dont les cadres plus tard vont fonder la FNSEA, donc qui étaient un peu les premiers bâtisseurs, en tout cas qui ont eu un poids dans l'élaboration de tout ça vraiment majeur, quoi. Et donc ils reprenaient voilà, ce système de prix garanti et également des stockages publics. Et ils ont eu pour cela l'appui des ministères de l'Agriculture
dont la politique s'exerce via les chambres d'agriculture, qui sont gérées régionalement et au niveau des départements. Et également, ils ont en fait bénéficié de toutes les connaissances techniques développées par les instituts techniques de recherche et notamment l'INRA, aujourd'hui l'INRAE, pour tout ce qui est l'amélioration sur les variétés, les races et les semences. Et donc c'est aussi durant toute cette période entre le début de la PAC et l'essor progressif du capitalisme agricole français puis européen qu'on va voir une forte accélération des tendances au monopole ainsi que des regroupements des grandes coopératives qui vont former aujourd'hui les grands groupes de l'industrie agroalimentaire qu'on connaît. Par exemple, là, le groupe Danone aujourd'hui, il s'est formé à ce moment-là, dans les années entre 60 et 70, de la fusion de Gervais Danone et qui va se hisser en fait à une des premières places de l'industrie agroalimentaire française en élaborant tout un réseau tentaculaire de diversification, de rachat progressif, donc vraiment une tendance au monopole. Et donc, ok, voilà. Ça, c'était pour on va dire la première version de la PAC, qui, du coup, très rapidement, arrive à des crises de surproduction. Que le marché interne européen ne parvient plus vraiment à écouler tous les stocks produits. Et les limites européennes vont devenir en fait assez exiguës, trop exiguës pour la dynamique actuelle. Et donc comme le capitalisme ne peut pas ralentir, évidemment, il doit pour cela toujours conquérir de nouveaux marchés et réguler sa production, donc en une sorte de nécessité économique générée par la dynamique même du capitalisme, qui va pousser à chercher en fait des scènes de régulation, mais aussi à étendre de nouveaux marchés. C'est ce qui va amener à un deuxième changement dans la PAC en 1984, qui va poser premièrement des quotas laitiers pour essayer de pallier un peu la crise de surproduction, et un peu déjà un début de changement en fait des prix garantis pour aller vers plus des systèmes d'aide, vers des prix de soutien. Donc également, c'est là où la politique agricole commune va devenir de plus en plus inégalitaire, favorisant aussi certains types de production et de pratiques, et conditionnant aussi la distribution en fait, des aides à ceux qui pouvaient se conformer à des exigences de rendement. Également, c'est là où il y a encore plus une accélération de l'endettement des agriculteurs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour plus grand profit du crédit agricole. Entre les années, pour donner quelques chiffres, entre 1980 et 1985, les valeurs des emprunts qui étaient courants au crédit agricole ont quasiment doublé en 5 ans, passant de 280 milliards de francs à plus de 500 milliards. Des emprunts en cours en fait, au crédit agricole. Qui du coup c'était et est toujours la principale banque de prêt d'installation, d'emprunts pour faire des emprunts de machinisme, etc. pour les agriculteurs. Et tout ça, sous également la gouvernance des socialistes, il faut le rappeler, durant le second mandat de Mitterrand. Ce qui, on n'a pas le temps de trop détailler là, mais en fait, n'a pas été sans réaction non plus de la part des paysans. Les années 80 ont vu des mobilisations très importantes, des manifestations assez violemment réprimées. Et c'est là aussi que la Confédération paysanne va y faire ses premières armes. On passe du coup en 92, où c'est là vraiment un peu un basculement vers la nouvelle mouture de la PAC. Du coup, c'est souvent dénommé la libéralisation. En fait, vraiment plus pour assumer de l'ouvrir sur la scène internationale et arrêter en fait la politique de prix garanti qui, selon les comptes de la FNSEA et des gouvernements français et européens, était un gouffre financier, mais qui en fait était bien plus le résultat de l'impasse économique et du capitalisme européen à ce moment-là. Donc c'est la suppression des prix garantis et la libéralisation des échanges. Et en fait, ils vont passer on arrête de garantir les prix, donc on ouvre au marché international, mais on met en place des primes sur mesure, soi-disant, concernant certains types de cultures. Par exemple, encore une fois, une manière de favoriser également un certain type d'agriculture,
Les primes, c'était sur le maïs en silage, donc le maïs qu'on récolte, qu'on fait fermenter pour donner en alimentation aux élevages, notamment aux élevages bovins. L'élevage de montagne aussi, et la prime blé dur. Donc c'était trois un peu types de culture ou d'agriculture qui ont bénéficié de nouvelles primes un peu adaptées sur mesure. Donc le blé dur aussi, ça favorisait la production des grands céréaliers évidemment. Et mise en place aussi d'aides du coup de l'État selon 3 critères. Donc premièrement la taille de l'exploitation, ensuite le type de production et dernièrement le niveau antérieur de production. Du coup plus on produisait, plus on palpait quoi. Et du coup également dans la même logique, selon ce qu'on produit on palpe ou pas, et selon la taille de l'exploitation on palpe ou pas. Donc évidemment ça confirme et ça accentue encore le fait que c'est les plus grandes exploitations et les plus productives qui vont récolter la majorité des aides de la PAC. Exception faite, même si ça, en termes de production au niveau international et national, c'est très petit, mais aux éleveurs de haute montagne, quoi. Ça bénéficie d'une image un peu de terroir à préserver. Et également tout ça à rappeler sous la politique des socialistes et en particulier de Jacques Delors, qui avait été ministre de l'Agriculture à ce moment-là. Ensuite, on passe du coup, petit saut en avant, on termine rapidement sur la PAC. En 2003, changement, c'est que les aides de la PAC ne vont plus être distribuées en fonction du type de production, mais de la surface cultivée entière ou du nombre de têtes. Donc, encore une fois, on en rajoute une couche dans incitation à être plus gros pour pouvoir toucher encore plus. Et aujourd'hui, donc, là en fait depuis 2013, on parle de verdissement de cette PAC. Ça avance là, ouais. Donc là on voit un peu l'évolution des différents montants des aides, où on voit que globalement ça a une tendance voilà, le vert qui augmente, c'est les aides directes découplées, donc qui ne sont pas liées au type de production, qui sont liées à justement cette superficie. Où on voit que ça augmente nettement après les années 2000, ce qui avant en fait n'existait pas. Et on voit que en fait, un peu pour contrer l'argument de dire que la politique agricole commune d'avant était un gouffre financier, et bon, pour le budget public, on voit qu'en fait la politique, le nombre d'aides publiques, en fait, depuis qu'ils ont mis cette réforme en place en 92, la CC continue quand même à augmenter. Donc même si on n'est pas pour défendre la PAC d'avant, loin de là, mais ça montre aussi que ça n'a pas du tout freiné en fait la dépense d'argent public. Et juste à côté, on voit c'est la répartition des aides de la PAC par pays. Donc avec tout en haut, la France qui bénéficie de 9,45 milliards d'euros. Donc aussi, il faudrait voir la proportion de ce que ça représente dans le budget total de la PAC pour l'ensemble des pays, mais c'est quand même de loin le pays qui bénéficie le plus des aides, avec pas loin derrière l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. Et un peu dernière caractéristique en fait sur les inégalités que ce modèle-là engendre sur la répartition des aides et aussi des terres. Selon le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, en fait, aujourd'hui en France, ce serait 20% des agriculteurs français, les plus gros, qui posséderaient 52% des terres agricoles et qui touchent 35% des subventions européennes. Et si on regarde à l'échelle européenne, c'est encore plus élevé, c'est 20% des agriculteurs qui possèdent 83% des terres agricoles et qui perçoivent 81% des aides. Donc en fait, dès le départ, en fait, le verre était dans la pomme, on va dire, pour rester dans le thème, mais ça a entraîné un modèle de plus en plus inégalitaire et ouvertement assumé, quoi. Donc voilà, pour résumer globalement, en fait c'est
système de la PAC, il a créé un peu un cercle vicieux de course au profit et au productivisme qui a piégé de façon consciente et consentante ou non en fait les agriculteurs pour n'en favoriser qu'une partie la plus haute, celle qui a les moyens et est prête à phagocyter les autres lorsqu'elle en a l'opportunité. Il y avait deux chercheurs qui résumaient un peu en fait ces évolutions de la PAC, Jourdan et Pernet-Couturier, dans un article sur un peu les analyses de l'évolution justement de la politique agricole commune. Ils disaient les réformes de la PAC de ces 3 dernières décennies témoignent d'une volonté de libéralisation croissante des secteurs agricoles qui cherche à rendre les choix productifs des agriculteurs, de type de culture, d'utilisation des terres et de spécialisation notamment, plus sensibles aux fluctuations des prix des denrées alimentaires sur les marchés mondiaux, en diminuant progressivement la partie de prix haut pour les producteurs, puis les aides directes pour eux. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur la politique agricole commune à l'échelle européenne. Pour terminer un peu sur le constat, c'est aujourd'hui plus en France, donc on est un peu tous au courant qu'il y a une baisse des exploitations drastique qui a eu lieu principalement. On voit un peu le saut le plus important sur le graphique ici, entre les années 80 et 90 et les années 2000, mais c'est un phénomène qui continue aujourd'hui, mais bon, vu qu'il y en a moins, de fait, ça se voit peut-être moins s'il y en a un nombre qui baisse, quoi. Selon le dernier recensement agricole en 2020, on a aujourd'hui 416 436 exploitations agricoles, exactement, dont 390 000 sur le territoire métropolitain. Donc avec une baisse de moins 20% en 10 ans. Le secteur agricole, il emploie toujours selon le dernier recensement de 2020, 813 000 personnes permanentes, et dont les actifs permanents de la famille en fait ne représentent plus qu'un tiers. Mais ça, on va s'intéresser un peu plus dans la partie déléguée après. Là, je vais choisir de faire un petit focus un petit peu sur l'élevage, parce que comme on va le voir en fait, et comme on l'a vu aussi, en fait, les éleveurs ont été parmi les plus touchés par ce bouleversement du capitalisme agricole. Comme certaines régions, comme notamment le sud-ouest, c'est là où il y a la plus grande disparition des éleveurs laitiers. Dans certaines autres régions, ils s'en sortent un peu mieux, mais dans le sud-ouest, les éleveurs laitiers en tout cas ont été, c'est vraiment une hécatombe, quoi. Donc évidemment, l'élevage il est touché par un peu les mêmes crises que les autres secteurs de l'agriculture, l'augmentation du prix des intrants, le problème de renouvellement générationnel, la perte de production aussi liée aux aléas sanitaires, aux aléas climatiques. Mais en fait, ce qui caractérise, c'est qu'ils sont plus dépendants de la production des autres secteurs de l'agriculture, notamment les céréaliers ou les producteurs d'oléagineux et de tourteaux pour l'engraissement des bêtes. En fait, les charges les plus importantes pour l'élevage, c'est l'alimentation, quoi. Donc ça fait que ça les rend vraiment dépendants des fluctuations des prix des aliments et donc du reste de la production agricole. Voilà. Et c'est un constat qui touche plus particulièrement en fait les élevages en bâtiment. C'est-à-dire pour la France et l'Europe, principalement les élevages porcins et avicoles pour la volaille. Sauf que même les élevages de ruminants, donc tout ce qui est bovin, ovin et caprin, ils sont de plus en plus impactés aussi par les fluctuations du prix de l'alimentation. Donc les élevages qui sont les plus dépendants de l'achat d'aliments, c'est les élevages qu'on qualifie de hors sol, qui doivent importer en fait en dehors de leur exploitation tout ce que leurs animaux vont consommer. Donc principalement les élevages de porcs et de volailles. Actuellement en France, pour une idée, une poule sur deux en fait c'est élevé dans des cages de manière extrêmement intensive, et 90% des porcs sont élevés en bâtiment sur caillebotis, donc où ils ne touchent jamais le sol, quoi. Et donc évidemment ça pose des questions déjà de bien-être animal, mais ce type d'élevage il rend énormément dépendant les éleveurs et éleveuses
aux industries de l'alimentation animale, et notamment l'agro-industrie des coopératives et des COP, c'est-à-dire des céréales oléagineux protéagineux, qui sont gérés par des coopératives. Et donc en fait voilà, c'est globalement céréales et oléagineux et protéagineux, donc fèves, pois, tout ce qui est tourteaux de tournesol et de soja. Ça, dans l'agriculture moderne intensive, c'est qui couvre tous les besoins, en fait, quasiment tous les besoins nutritifs des porcs et des volailles. Et donc, bon, c'est toutes ces productions d'aliments pour les bestiaux, ils sont gérés par des grosses coopératives, au nom de 40, donc Eureden, Le Ouessant, Axréal, qui se partagent le quasi-monopole de la production et de la vente d'aliments. Autour de 60% en fait, de la production de tous ces éléments est gérée par une quarantaine de grosses coopératives. Qui justement profitent largement de la vente de leurs produits. En 2019, le chiffre d'affaires s'élevait toutes les coopératives à 7,1 milliards d'euros. Donc, bonne grosse somme qui palpe bien et qui, évidemment, ne se retrouve pas dans les poches des ouvriers de l'industrie de l'alimentation, non plus des éleveurs reliés aux coopératives. Également, pour un peu terminer, sur cette différence qu'on voit entre les éleveurs et le reste des agriculteurs, plutôt producteurs de céréaliers, il y a un rapport de l'INRAE, ou Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, qui mettait en lumière les différences en fait, des revenus par exploitant. Et donc pour un exploitant agricole en grande culture, donc tout ce qui est céréales ou oléagineux protéagineux, ce serait 56 000 euros par an par équivalent de temps plein, contre en moyenne 20 000 pour les éleveurs en élevage de bovins. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que les éleveurs, enfin les céréaliers, les producteurs en grande culture, et notamment dans la carte qu'avait montré Olivier, se retrouvent plutôt dans les régions autour de la Beauce, sont les premiers bénéficiaires et travaillent main dans la main avec les grandes coopératives, et de fait ont une supériorité dans les décisions et surtout un impact beaucoup plus fort sur tout ce qui tourne autour de l'élevage, parce qu'ils sont plus en amont en fait, de la production, avec un système qui les favorise en premier lieu. Donc bon, voilà, je pense que je vais m'arrêter là et laisser la partie d'Olivier. Ok, t'acceptes de... Merci. Voilà. Bon, Johannes, il a décrit une situation qui est pour le moins paradoxale, qui est à la fois une situation de modernisation réelle de l'agriculture. C'est tout le processus d'industrialisation dont il a parlé, avec les machines et les engrais, avec comme conséquence les augmentations de rendement, etc. Et en même temps de persistance manifeste d'exploitation plutôt familiale, même si elles sont grosses, on va y revenir, au sens où elles comptent assez peu de salariés. Hein, c'est le graphique qu'il y avait juste avant, vous voyez, hein, la main-d'œuvre, elle est essentiellement bleue, là, c'est à la fois les chefs d'exploitation et les aides familiaux, et où le capital de l'exploitation et la terre, la propriété du sol, sont tendanciellement propriété de la famille, même si les locations se développent, on reviendra sur ça, ça n'est pas un paradoxe, ça ne l'est qu'en apparence. Alors Marx, il prévoyait pas tout à fait ça dans les textes qu'il a consacrés à la question agricole. Je ne sais pas si tout le monde voit, donc je vais essayer de lire lentement. Il écrivait plutôt que par sa nature même, la propriété parcellaire, il appelait propriété parcellaire ce que nous on pourrait appeler exploitation familiale, en fait exploitation patriarcale, parce qu'en fait dans les exploitations familiales c'est l'homme, chef de famille qui dirige. Hein. La propriété parcellaire exclut l'accroissement de la productivité sociale du travail, le développement du travail associé, la concentration sociale des capitaux, l'élevage à grande échelle et l'application de la science à la culture. L'usure et les impôts la ruinent fatalement partout. Le capital dépensé pour acheter la terre ne peut pas être investi dans la culture. Les moyens de production sont éparpillés à l'infini, tandis que les producteurs sont réduits à l'isolement. Le gaspillage de l'énergie humaine est immense. La détérioration progressive des conditions de production et le renchérissement des moyens de production sont une loi inéluctable de la propriété parcellaire. Alors, vous voyez, hein, si on reprend tout ce qu'a dit Johannes, la productivité sociale du travail, le développement du travail associé,
d'un certain point de vue la concentration sociale des capitaux, l'élevage à grande échelle et l'application de la science telle qu'elle est actuellement à la culture, tout ça s'est fait depuis 70 ans dans les conditions de l'exploitation familiale. C'est-à-dire en fait dans les conditions de la propriété parcellaire. Alors inutile de vous dire que cette citation, je ne l'ai pas prise par hasard, parce qu'elle a fait couler beaucoup d'encre, parce que beaucoup d'intellectuels, de scientifiques, d'agronomes, de sociologues de l'agriculture ou d'économistes ruraux l'ont reprise un peu superficiellement pour prouver, c'était leur raisonnement, que Marx s'était trompé. Ils reprennent en fait, et c'est un courant populiste avec des guillemets, mais j'utilise le terme vraiment pour cette raison-là, parce qu'ils reprennent vraiment les idées, les intuitions des populistes en Russie. C'est-à-dire, ils disaient qu'il y a une résistance objective de l'exploitation familiale, de la propriété parcellaire, à la pénétration du capitalisme dans l'agriculture. Et cette résistance objective, il n'y a pas beaucoup de chemin à faire pour que ça devienne une résistance subjective, c'est-à-dire encourager en fait les paysans à se battre contre le développement du capitalisme et penser que c'est une force sociale qui pourrait empêcher la pénétration du capitalisme dans l'agriculture. Donc tout ce courant populiste, il s'est développé après la Seconde Guerre mondiale, en France et dans le monde, à un moment où l'agriculture familiale avait une certaine santé, avait une certaine persistance, pas qu'en France, encore aujourd'hui, dans le monde, il y a plusieurs centaines de millions de paysans. C'est pas non plus seulement un débat théorique, il y a des conséquences pratiques, parce qu'il y a des organisations paysannes entières qui sont fondées sur cette approche un peu populiste de la question agricole. Au niveau international, si vous connaissez, c'est la Via Campesina, et en France, c'est tendanciellement la Confédération paysanne qui reprennent cette conception, c'est-à-dire que l'agriculture familiale, elle existe, elle se défend contre le capitalisme, et donc il faut la défendre pour ce qu'elle est. Or, pour Marx, vous voyez, la propriété parcellaire, elle doit laisser la place à une agriculture capitaliste, où il y aurait une dissociation d'un côté entre capital et travail, c'est-à-dire la force de travail, elle ne provient pas de la famille qui détient le capital, mais en fait on a un entrepreneur capitaliste qui, dans n'importe quelle autre entreprise, fait travailler des salariés sur son exploitation. Donc d'un côté, dissociation capital-travail, de l'autre côté, dissociation capital-propriété du sol, pour une question d'immobilisation du capital, au sens où, dans l'idée de Marx, l'agriculture capitaliste devait passer par des fermiers qui louaient la terre, comme ça ils n'avaient pas à l'acheter, et ils pouvaient consacrer leurs capitaux à acheter des moyens de production modernes pour appliquer les dernières techniques industrielles au travail de la terre. Cette tripartition travail, capital, propriété foncière, Marx il l'a constaté en Angleterre au 19e, dans des circonstances particulières, mais il pensait, et il avait de bonnes raisons de le penser, qu'elle allait se généraliser. Pour lui, la propriété parcellaire, c'est un produit contradictoire du capitalisme, c'est issu de son développement incomplet, quand bien même dans certaines conditions, c'est la bourgeoisie, quand elle arrive au pouvoir, qui réalise la réforme agraire et donc qui réalise le partage de la terre entre les paysans. Mais que ce soit un produit contradictoire, ça n'empêchait pas qu'à terme, elle devait disparaître avec le développement du capitalisme, avec l'intégration au marché, avec l'accroissement de la productivité du travail agricole, qui faisait tomber en fait les prix. Le mécanisme, c'est celui-là, c'est que la concentration des exploitations devait faire tomber les prix de revient à un niveau où l'exploitation familiale ne pouvait plus survivre et ne pouvait plus s'aligner. Or, en France, c'est tout ce que Johannes vient de raconter, il y a bien eu disparition de centaines de milliers d'exploitants familiaux. Mais il n'y a pas eu pour autant apparition de l'agriculture capitaliste avec cette répartition travail, capital, terre. Mais cela ne vient pas du tout, et c'est aussi ce que Johannes a raconté, ça ne vient pas du tout des qualités propres du groupe social des agriculteurs, ni d'une perspective historique qu'ils auraient à proposer à la société, mais ça vient en fait de la politique agricole mise en place par l'État bourgeois. En quoi consiste cette politique agricole, juste pour récapituler? Un côté modernisation, c'est-à-dire intégration des agriculteurs au marché, et donc contraintes économiques qui pèsent sur eux par ce biais. C'est la pression à la productivité, c'est la pression à la rentabilité, ce qu'on appelle parfois le modèle productiviste, mais qui n'est rien d'autre que le modèle capitaliste, impliqué à l'agriculture. Pour que la pression à la productivité fonctionne, il fallait d'ailleurs, et c'est aussi ce que Johannes a rappelé, mettre en place tout un appareil pour concilier la petite propriété avec les exigences de l'industrie agricole. C'est-à-dire il fallait mettre en place des coopératives pour faire coopérer des agriculteurs malgré leur statut d'indépendants. Il fallait mettre en place un gigantesque appareil scientifique et technique, l'INRA, qui est un des plus gros instituts de recherche en France, les chambres d'agriculture, qui avaient tout un tas d'agents techniques qui sillonnaient les campagnes pour leur dire qu'il faut acheter tel tracteur, il faut mettre en place tel assolement, etc., etc. Bon, il y a un appareil bureaucratique très très lourd pour qu'on maintienne des petites propriétés éclatées en leur appliquant des moyens de production dernier cri. Donc un volet modernisation, c'est-à-dire un volet adaptation au marché qui entraîne la disparition de centaines de milliers d'exploitants, et un volet règlement, subvention publique, c'est-à-dire mise en place de mesures qui sont censées contrarier les effets de la politique de modernisation, à savoir la disparition des exploitants familiaux et l'apparition d'une agriculture capitaliste. Donc il y a une nature qui est vraiment profondément contradictoire
de la politique agricole. D'un côté, défense du marché, ce qui n'est pas très étonnant de la part d'un État bourgeois, et donc défense de ses effets. D'un autre côté, combat contre les effets de la défense du marché. Ça a rendu la disparition de l'agriculture familiale plus lente, plus douce. Ça a rendu l'apparition de l'agriculture capitaliste plus difficile, mais ça ne les a pas empêchés, c'est ce qu'on va voir ensuite. Juste avant, il faut voir un peu pourquoi cette politique agricole a été mise en place, les raisons, et qu'est-ce qui reste des prévisions de Marx. Alors, pourquoi la bourgeoisie française a fait le choix, après la guerre, de mettre en place une telle politique agricole? Il y en a plein des raisons, on pourrait passer le reste du topo à parler des raisons, mais nous, on va en donner que deux. Il y a une raison très politique, c'est que dans un pays où il y a, je ne sais plus combien, j'ai mis 2,3 millions, mais en 70, il y avait encore 1,5 million. Je crois qu'au sortir de la guerre, il y a 2,3 millions d'exploitations agricoles, ça veut dire 2,3 millions de familles, avec au moins souvent des couples. On ne peut pas remplacer ça par quelques milliers de grandes fermes très concentrées, sans craindre des heurts sociaux. Il y avait un risque réel de basculement des petits paysans poussés à la ruine à l'un des extrêmes de l'échiquier politique. Alors, ils pouvaient basculer du côté gauche, mais le réformisme du PCF et du PS, ce qu'a aussi rappelé Johannes, garantissait contre ce risque. Il y avait un risque un peu plus grand qui bascule du côté droit, du côté d'un éventuel parti fasciste. Dans les années 30, il y avait déjà eu des bandes un peu fascisantes qui se constituaient dans les campagnes, les chemises vertes. Dans les années 50, il y a quand même le mouvement poujadiste qui aurait pu aussi prendre appui sur la colère des petits agriculteurs. La bourgeoisie française, elle a préféré payer, et vous avez vu avec la PAC, faire payer ses partenaires européens pour attacher la petite bourgeoisie des campagnes à la démocratie bourgeoise. Et d'ailleurs, ça lui a constitué une rente électorale. Voilà, les agriculteurs votent à droite et votent toujours à droite et continueront de voter à droite jusqu'à ce qu'il n'en ait plus, quoi. Notamment pour la droite de la droite du gouvernement, quoi. Les gaullistes notamment. Donc ça, c'est la raison politique, c'était un peu, voilà, un peu de la tactique politique de la bourgeoisie française. Il y a aussi une raison économique, c'est-à-dire que maintenir des exploitations familiales avec des exigences assez faibles en termes de rémunération, c'est-à-dire que ce n'est pas un entrepreneur capitaliste comme les autres, une famille agricole, elle n'exige pas le taux de profit moyen pour investir, elle demande en fait un revenu qui lui permet de rémunérer son travail, et même souvent, le revenu est pour certains un peu plus bas que le salaire moyen. Ces exigences faibles en termes de rémunération de l'activité permettaient que le travail, la valeur produite par les agriculteurs, soit appropriée par d'autres capitaux, soit investis dans le machinisme agricole, soit investis dans l'agrochimie, soit investis dans la transformation agroalimentaire, soit investis dans la distribution commerciale, soit investis dans la banque. Le tout par le mécanisme de baisse des prix agricoles et d'augmentation du prix des fournitures. C'est une crise des ciseaux, quoi, mais pas celle de Trotsky, celle où les agriculteurs sont pris en tenaille entre ces deux bouts. Par ailleurs, la baisse des prix agricoles avait un autre intérêt, c'est que ça tirait tous les salaires à la baisse, ce qui favorisait en fait l'ensemble du patronat. Ce partage inégal de la valeur produite dans l'agriculture, en faveur des capitaux investis à sa périphérie, à ses alentours, et même aujourd'hui on pourrait dire un frein au développement d'une agriculture capitaliste capable de fournir à ses investisseurs le taux de profit moyen. Ça c'était sur le premier volet de pourquoi sûrement la bourgeoisie française a fait ce choix après la guerre. La deuxième question c'est du coup qu'est-ce qui reste des analyses de Marx? Au fond, il y a quand même un truc qui reste, c'est qu'il avait bel et bien raison quand il pensait que forcer l'agriculture parcellaire à s'adapter au marché signifiait poser les bases de son dépassement par une agriculture capitaliste. Il ne pouvait pas imaginer l'ingéniosité avec laquelle la bourgeoisie allait essayer de contrarier les effets de son propre mode de production, mais par contre, il avait compris un peu la tendance générale. D'ailleurs, ce qu'il dit dans la même citation sur la transition de la forme d'agriculture parcellaire à la forme d'agriculture capitaliste, c'est assez intéressant. Vous voyez, il parle... il parle de le gaspillage d'énergie humaine est immense, ce qui est en fait tout à fait vrai dans l'agriculture parcellaire, ne serait-ce que par le suréquipement, le fait que chaque exploitation achète un tracteur, etc., alors que ça pourrait être mutualisé. D'ailleurs, les coopératives ont servi notamment, mais pas de manière complète, à gérer ce problème. La dégradation des conditions de production, on est en plein dedans avec le problème écologique, le plafonnement des rendements qui ne peut être obtenu, c'est-à-dire en fait il y a une baisse réelle de rendement, mais on rajoute toujours plus de produits chimiques pour compenser, et l'immobilisation du capital par l'achat de terre. Ça, je ne vais pas revenir, c'est une discussion passionnante, mais sinon, on va y passer la nuit. Mais qui est aujourd'hui un vrai problème, parce que ça bloque en fait tout un tas d'exploitations plus ou moins moyennes dans la nécessité de racheter, parce qu'en fait, il y a l'héritage dans la société capitaliste, mais l'héritage concerne également vos frères et sœurs. Donc si vous êtes le seul d'une famille de 3 enfants à reprendre l'exploitation agricole de vos parents, il faut que vous rachetez les 2 tiers de l'exploitation à vos co-héritiers, à vos frères et sœurs. Donc toutes les générations, il faut racheter le capital, et donc c'est fruit et notamment de la terre, quoi. Le foncier, qui est source à mesure que les exploitations grandissent, c'est source de problèmes de plus en plus grands. Donc vous voyez finalement,
les mécanismes de décomposition de l'agriculture parcellaire qu'il anticipait, ce par quoi l'agriculture parcellaire allait périr, finalement, il se réalise en dépit des politiques de l'État bourgeois. Alors, où on en est aujourd'hui? La disparition de l'exploitation familiale a été ralentie, mais pas supprimée, au point qu'aujourd'hui, il n'y en a quand même plus beaucoup. Et l'apparition de l'agriculture capitaliste, elle se manifeste encore que faiblement. On a plutôt des exploitations familiales très grosses, très équipées, très intégrées au marché. Un truc un peu monstrueux, un peu bon qu'on n'avait pas forcément prévu. Mais il faut un peu voir c'est quoi les perspectives d'évolution de ce truc-là. Alors, depuis, on s'est beaucoup appuyé pour faire le topo sur tout un courant de la recherche en sociologie agricole qui, depuis une dizaine d'années, parle de nouveau capitalisme agricole et d'agriculture de firme, c'est-à-dire en fait, ils disent de firme, mais c'est une agriculture capitaliste, avec des patrons capitalistes qui embauchent des salariés exploités. Et donc, peu à peu, ce qu'ils décrivent, en fait, c'est un peu ce que prévoyait Marx, mais ils ne sont pas marxistes, c'est que l'exploitation familiale laisse la place à cette agriculture capitaliste où il y a une tripartition, travail, capital, propriété du sol. Alors, on va s'appuyer sur ce livre-là, Le Nouveau Capitalisme Agricole, qui est écrit, vous ne voyez pas, par un mec qui s'appelle François Purseigle, ce qui ne s'invente pas quand on est agronome, et Madame Nguyen, mais je n'ai pas son prénom. Fabienne Geneviève. Qui dresse une... Et ils ont fait un livre, et dans le chapitre 10 de ce livre, ils dressent une typologie des exploitations agricoles qui permet de mieux appréhender cette dynamique. À droite, je vous ai juste mis le logo, je n'ai pas trouvé, j'aurais bien aimé mettre une grande exploitation risicole en Camargue. Le RICOM, c'est un grand groupe qui fait du riz en Camargue, sur le modèle très capitaliste. C'est un exemple qui revient beaucoup dans le discours sur l'agriculture. Alors, il y a une différenciation de l'agriculture. La typologie qu'ils proposent les sociologues dont je parlais, c'est une opposition entre un modèle firme, donc un patron capitaliste qui embauche des salariés sur son exploitation, et un modèle plutôt familial. Le premier truc qu'il faut dire, c'est qu'il y a encore 90% des exploitations qui rangent dans les exploitations familiales et seulement 10% dans les exploitations type firme. Alors il faut nuancer, hein. Si on regarde non pas le nombre d'exploitations, mais la production et l'emploi, on est plutôt à 70-30. C'est-à-dire que 90% des exploitations dites familiales représentent 70% de l'emploi et 70% de la production, et les 10% de firmes représentent un tiers, 30%, de l'emploi et de la production. Et puis surtout, au sein du groupe des exploitations familiales, il y a un peu trois groupes. J'ai appelé groupe inférieur, groupe moyen, groupe supérieur, mais c'est pour comprendre les dynamiques de différenciation. Le groupe moyen, donc vous voyez, c'est les 20% orange du camembert, c'est vraiment le modèle familial au sens strict. C'est-à-dire, il y en a 20%, deux personnes qui travaillent dessus, un chef d'exploitation à temps plein, c'est un homme souvent, hein, même de plus en plus c'est des femmes, mais c'est quand même beaucoup des hommes, un chef d'exploitation à temps plein, et une deuxième personne de sa famille, souvent la conjointe, qui travaille en fait à plein temps et qui suffisent à la main-d'œuvre de l'exploitation. Il y a peu de main-d'œuvre salariée, quand même 10% du volume de travail global fourni sur l'année, plutôt des saisonniers pour adapter à la saisonnalité de la production agricole. Et ça, c'est vraiment le modèle familial au sens strict. Dès qu'on regarde les 70 autres pourcents, donc le groupe rouge, familial inférieur, et le groupe jaune, familial supérieur, 20%, on ne peut pas vraiment dire que c'est des firmes, mais c'est plus vraiment des exploitations familiales au sens strict. Dans le groupe inférieur, c'est un peu le groupe des exploitations qui s'éloignent du modèle familial par le bas. Le principal levier, c'est qu'elles ne font plus vivre deux personnes. Ça veut dire qu'il y a sur l'exploitation ou bien une personne qui travaille, ou bien moins. Ça veut dire en fait que, au minimum, la conjointe, dans la plupart des cas c'est ça, au minimum la conjointe est partie chercher du boulot ailleurs, ou bien parce que le produit de l'exploitation ne suffit plus à vivre deux personnes, ou bien parce qu'il y a besoin d'un salaire extérieur pour sécuriser les revenus de l'exploitation. Il y a même un certain nombre de cas, il évalue à 20%, de ce qu'ils appellent des micro-exploitations, où ça n'occupe même pas une personne. Donc on imagine que c'est plutôt des exploitations qui sont dans une optique de complément de revenus, ou bien des exploitations qui sont un peu en train de dépérir parce que c'est des retraités qui n'ont pas trouvé de repreneurs. Donc ces exploitations-là, le groupe familial inférieur, en disparaissant, sont un des vecteurs de la dissociation travail-capital en agriculture, et viennent d'ailleurs pour beaucoup grossir les rangs du prolétariat dans les autres branches de l'économie. Voilà, donc ça, oui, pardon, je vous avais fait un truc un peu animé, vous voyez, où au fur et à mesure ça apparaissait. Alors, bon, là vous voyez rien, mais en gros, ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des tables de mobilité. Ça montre sur 100 enfants d'agriculteurs que sont devenus les fils. D'accord? Donc là, c'est les fils, ils ont entre 30 et 60 ans, et on se demande ce qu'a fait leur père. Sur 100 parents agriculteurs, il y en a seulement 25% dont le fils est resté agriculteur.
Par contre, vous voyez qu'il y en a 32% qui sont devenus ouvriers, c'est les catégories de l'INSEE. Si on veut avoir un peu une approche du salariat d'exécution, pour ajouter les employés, ça fait 40%. Et si on rajoute les professions intermédiaires, qui regroupent les instituts, les infirmières, certains boulots moyennement qualifiés, mais ce n'est pas totalement des boulots d'exécution, mais ce n'est pas vraiment des boulots d'encadrement, on est du coup à 60%. Vous voyez, entre 40 et 60% des enfants d'agriculteurs qui finissent par rejoindre les rangs du salariat, et pour certains, les rangs du prolétariat, au sens plus où nous, on en parle. Vous voyez, c'est quand même pas... il faut quand même en parler, quoi, quand on parle de la disparition du modèle familial. Il y a d'un côté le groupe familial au sens strict avec le groupe inférieur, et il y a de l'autre côté du coup un groupe supérieur qui s'éloigne du modèle familial mais un peu par le haut. Alors là, ils identifient deux manières de ne plus être une exploitation familiale, ou bien par un grossissement de l'exploitation, ou bien par une diversification des activités. Alors, la diversification des activités, c'est à la fois intéressant et pas intéressant. Pas intéressant parce que ça représente que 10% des exploitations, intéressant parce qu'en fait, c'est eux qui captent l'essentiel de la visibilité du monde agricole. Les exploitations qui se diversifient, c'est celles qui valorisent à la ferme, c'est celles qui font des circuits courts, c'est celles qui font ferme-auberge, gîte à la ferme, celles qui font des cours, ferme pédagogique, etc. etc. Et donc c'est elles qui captent, c'est à elles qu'on pense, c'est à elles que vous pensez quand on parle d'agriculture. C'est quand vous êtes allé en vacances, en randonnée, je sais pas où, vous êtes arrêté à la ferme pour acheter un casse-croûte, ben voilà, vous pensez que c'est ça l'agriculture. L'image que ces exploitations donnent de l'agriculture, elle est un peu faussée. Ça fournit une image souvent qui est un peu alternative, même parfois un peu contestataire, parce que du coup ils ne sont pas dans les canaux traditionnels de transformation, de commercialisation. Ils ont l'air un peu indépendants du grand capital, mais en fait, avec le tampon de la modernité, des réseaux sociaux, etc., il s'agit un peu quand même de ressusciter l'agriculture du temps jadis, quand les campagnes elles étaient autonomes, autosuffisantes, etc., et nourrissaient les villes mais sans subir leurs joues, patati. Donc inutile de dire que les perspectives politiques induites par ces représentations, elles sont très souvent réactionnaires et au mieux confuses quand elles sont portées par exemple par des néo-ruraux de gauche très sympathiques. Le truc plus intéressant, c'est les exploitations qui s'éloignent du modèle, enfin le truc que moi je trouve plus intéressant, c'est les exploitations qui s'éloignent du modèle familial en grossissant. Par exemple, en adjoignant aux deux membres du couple de l'exploitation au sens strict, un enfant qui finira par reprendre l'exploitation mais pour faciliter la transition. Ou bien directement des frères et sœurs qui s'associent pour reprendre l'exploitation comme dans le film Ceux qui nous lient, là, sur le vin de Bourgogne, si vous avez lu, vous savez qu'il est plus. Ou bien encore parce que deux exploitants qui n'ont rien à voir sur le plan familial se mettent en coopération, se fusionnent leur exploitation. Alors, ces exploitations, elles sont un peu en train de muter en autre chose, et pour l'instant, c'est pas très accusé, mais il y a des nettes tendances à ce que d'un côté, il y ait une dissociation du travail et du capital, parce que on travaille avec ses parents tant qu'ils sont en activité et en vie, mais quand les parents meurent, comment on remplace la main-d'œuvre qu'ils fournissaient, si ce n'est par des salariés? Ça, c'est quand même un des premiers leviers par lesquels ces exploitations qui grossissent peuvent pour l'instant satisfaire de main-d'œuvre familiale, mais devront probablement à terme faire appel à la main-d'œuvre salariée. Dissociation capital-travail d'un côté, dissociation capital et propriété du sol de l'autre côté. C'est ce que je disais avant, c'est que s'il faut racheter le foncier à chaque génération, l'exploitant qui reprend l'exploitation ne s'en sort pas. Donc ce qui se passe de plus en plus souvent, c'est que l'exploitant agricole est locataire des terres qui sont possédées par les co-héritiers. Sauf que les co-héritiers, il y a des co-héritiers très sympas, je ne sais pas comment vous entendez avec vos co-héritiers, il y en a qui veulent quand même, qui ne veulent pas renoncer à leur héritage, notamment au rendement qui permet, au fermage, au loyer que permet la propriété, et donc ça acculture quand même la famille agricole à la logique capitaliste. Il faut savoir quand même que le quart de la surface agricole, il est sous ce statut, pardon, c'est pas ça. Voilà, non, c'est, ouais, tac. Oui, non, les héritages, non, oubliez le quart, oubliez, c'est une phrase que je ne veux pas dire. Tac, tac, tac. Vous voyez, et puis on parle des co-héritiers, mais la génération d'après, c'est les cousins. Pour peu qu'il y ait un cousin qui ne se marie pas, ou qui est marié mais qui n'a pas d'enfant, ça sort carrément de la famille de sang, c'est-à-dire que ça sort de la lignée, ça va dans les mains de la pièce rapportée, enfin, autant de choses horribles, quoi. Moi je peux pas l'imaginer. Mais le fait est que ça va être un peu l'avenir quand même dans les prochaines années de l'agriculture, d'autant qu'il y en a beaucoup où les chefs d'exploitation sont vieux et ils vont devoir être remplacés. Donc, si on récapitule, il y a une polarisation du groupe, des exploitations familiales, du gros groupe en deux groupes. Le groupe inférieur, dans lequel se recrutent depuis 70 ans les cohortes d'exploitants agricoles et de leurs enfants qui mettent la clé sous la porte et qui deviennent souvent salariés, voire prolétaires. Et il y a le groupe supérieur des exploitations qui reste dans la course à la concurrence capitaliste, mais avec des tendances, 1, à la séparation croissante entre capital et travail, et 2, à la tendance croissante entre séparation entre capital et propriété foncière.
C'est d'ailleurs dans ce groupe supérieur que sont susceptibles de se recruter les firmes agricoles, les futures firmes agricoles, c'est-à-dire les entreprises capitalistes, de plus en plus débarrassées de la communauté travail capital terre, si chère à l'exploitation familiale. D'ailleurs, pour finir le tableau, on peut dire très rapidement ce que les sociologues qui ont travaillé là-dessus voient dans les exploitations qui rangent dans la catégorie firme. Les deux mécanismes, les deux phénomènes qu'ils voient en ce moment, ce n'est pas uniquement des tendances à venir, mais c'est en ce moment, ils voient un effacement de la main-d'œuvre familiale, parce que comme l'exploitation grossit, il faut avoir recours à de plus en plus de salariés, voire parfois même la main-d'œuvre familiale se retire de l'exploitation. Elle se contente d'être capitaliste, elle ne travaille plus sur l'exploitation, elle se contente de récupérer le profit qu'elle génère par l'exploitation du travail d'autrui. Et deuxièmement, c'est qu'il y a un partage croissant du capital avec des non-exploitants, même si c'est encore beaucoup au sein du noyau familial, ce que je disais, c'est-à-dire que c'est les co-héritiers qui récupèrent les parts, et donc ça fait en fait qu'il y a une dissociation entre l'exploitant et ceux qui possèdent la terre et même parfois le capital d'exploitation. Ces phénomènes-là, ils sont notamment vrais dans un secteur de la production agricole qui est un peu plus avancé en termes de concentration et de développement, parce que son intégration au marché, à mon avis, s'est fait un peu plus tôt, c'est la viticulture. En viticulture, les phénomènes de grandes maisons ou de grands châteaux avec des logiques qui sont plus tout à fait des logiques familiales, c'est déjà très, très présent. Voilà, on pourra en discuter de cette méthode. Il y a un débat, hein, je veux dire, c'est une typologie, il y a des contestations. La méthode en elle-même des sociologues, on peut la critiquer. Ils ont fait ça avec des chiffres de 2010, il faudrait voir ce que ça a donné en 2020. Vous voyez, bon, il y a plein de trucs, mais en tout cas, nous, on avait trouvé ça intéressant. Tac. Donc, ça, c'est la situation actuelle, et c'est un peu là où on en est du processus contradictoire dont on parlait, à la fois liquidation de l'agriculture familiale et en même temps présence de mesures politiques qui contrarient cette liquidation. C'est un peu le caractère double de ce processus qui explique la schizophrénie politique du monde agricole français, schizophrénie dont les phases de décompensation sont aussi régulières que répétitives, et dont le mouvement de l'hiver dernier est un peu la dernière manifestation quand même. À chaque fois, c'est la même contestation du sort que réserve la concurrence marchande aux plus fragiles des agriculteurs, sans remise en cause des conditions mêmes qui mettent les petits producteurs en concurrence, à savoir leur existence de petits producteurs isolés, n'ayant que le marché pour s'affronter et en définitive pour se faire écraser par des capitalistes plus gros qu'eux. Ça explique pourquoi, la direction des mouvements d'agriculteurs est entre les mains des plus gros agriculteurs, c'est-à-dire ceux qui, en étant tout à la fois dans les instances de la FNSEA, dans les instances des grandes coopératives, dans les instances du Crédit Agricole, dans les instances des chambres d'agriculture, jouent un rôle de premier plan dans la situation actuelle, mais qui arrivent à s'imposer au sommet des mouvements au nom de la défense du statut que tous les agriculteurs partagent, celui de propriétaire indépendant. Donc là, je vous ai mis une photo d'un barrage l'hiver dernier, et à droite, Arnaud Rousseau, le chef de la FNSEA, que vous voyez sur un tracteur, peut-être pour la seule fois de votre vie, puisque en fait, il est surtout patron d'Avril, qui est un grand groupe, le quatrième groupe agroalimentaire français. Donc ça explique pourquoi ce mouvement, qui est un mouvement de contestation contre la misère agricole, est en fait un mouvement dirigé par les plus gros agriculteurs, en partie responsables de la misère agricole, et ça explique pourquoi la totalité des revendications des agriculteurs sont en fait, pour l'instant, des réclamations adressées à l'État, moins de normes environnementales, plus de subventions, etc. C'est-à-dire, on demande à l'État qui pilote depuis 70 ans la politique visant, in fine, à liquider l'agriculture familiale, d'en atténuer un peu plus les effets, de la même manière qu'il le fait en fait depuis 70 ans, sans jamais pouvoir supprimer ces effets. C'est ça qui... Voilà. Cela, jusqu'à aujourd'hui, suffit à ce que les mobilisations agricoles ne dépassent pas le cadre étroit délimité par la FNSEA. Ils ne s'attaquent jamais vraiment à la racine du problème. Sans prendre à la racine du problème, ça pourra en fait sûrement pas venir de l'intérieur du monde des exploitants agricoles, même de sa fraction de gauche, même de la très sympathique, il faut le dire, Confédération paysanne, qui à sa manière défend aussi la petite propriété agricole, mais dans une optique certes plus sociale. Cela signifiera, au bout du bout, remettre en cause tout ce système et ne pas vouloir l'aménager pour une durée nécessairement déterminée. Alors, je vais essayer d'aller beaucoup plus vite, mais ça ouvrira la discussion, c'est très bien, sur un peu la réflexion sur la politique que les révolutionnaires socialistes pourraient avoir à l'égard de l'agriculture, et en particulier à l'égard des petits exploitants indépendants. Bon, c'est la discussion qu'on essaie un peu d'introduire, de poursuivre, depuis 7 mois après le mouvement des agriculteurs, mais qui existe depuis bien longtemps. Il est clair qu'on ne peut pas seulement attendre, voilà, on dissipe ça, c'est pas le débat, on ne peut pas seulement attendre que le capitalisme fasse son œuvre dans l'agriculture et vienne y clarifier les rapports de classe, au prix d'ailleurs, je le rappelle, d'une liquidation de toute une classe, de tout un monde social, avec à la clé de la misère et beaucoup de suicides. Alors, il y a plusieurs trucs quand même à noter. Le premier truc à noter, c'est à mesure que le capital transforme l'agriculture familiale, on y trouve de plus en plus de prolétaires qui sont sûrement les mieux placés pour nous aider à formuler une politique. J'ai mis ça parce que c'est des articles qu'on a écrits un peu sur le sujet, sur les saisonniers en Champagne, dans les Côtes d'Armor, dans le maraîchage en Côtes d'Armor, ou bien sur les bergers dans les Alpes.
et dont l'existence même d'ailleurs peut servir de levier pour formuler une politique et séparer parmi les exploitants agricoles les ennemis des amis et les faux amis des vrais amis. Ça c'est le premier truc quand même, il faut le dire. Le deuxième truc, c'est qu'à l'instar de beaucoup d'autres branches de la production, l'agriculture elle est complètement encastrée dans ce que certains économistes appellent des chaînes de valeur. Et la crise que connaissent les agriculteurs, elle est liée en fait en grande partie à leur position dans cette chaîne, c'est-à-dire une position complètement dominée. Dans le complexe agro-industriel qui va des industries agrochimiques, du machinisme agricole, en passant par les agriculteurs pour aller à la transformation et à la distribution, avec la banque qui chapeaute tout ça, les agriculteurs ils sont situés à la pire place, un peu en fait comme dans d'autres groupes, dans d'autres branches de l'économie, c'est la position en fait du dernier sous-traitant, quoi. Celui qui se fait taper toute la valeur qu'il a produite en exploitant des salariés, mais aussi en travaillant lui-même. Ils se font écraser les agriculteurs par des gros donneurs d'ordre en fait. L'essentiel de la valeur produite par les agriculteurs, elle est spoliée par d'autres, par le grand capital, qui structure le complexe agro-industriel. La manifestation de ce problème, c'est les prix agricoles, à l'origine de revenus agricoles trop faibles. Donc vous voyez là, en bleu, c'est les prix de production agricole qui sont divisés par, qui ont baissé de 60% depuis 1960, alors même que les prix des CI c'est les consommations intermédiaires, c'est les machines, pas les machines, c'est les engrais surtout, les engrais, les semences, les phytosanitaires. Vous voyez que au début, le bleu est au-dessus du rouge, mais en fait, à la fin des années 70, le rouge est à nouveau au-dessus du bleu. Donc c'est-à-dire qu'ils payent un peu moins, mais le prix des consommations intermédiaires baisse beaucoup moins vite que le prix des productions agricoles, donc ils se font prendre en tenaille des deux côtés de la chaîne. Les agriculteurs, ils aspirent à vivre de leur travail, et c'est bien normal. Pour y arriver, ce ne sera pas avec une organisation des marchés, une régulation des filières, des prix garantis bureaucratiques, tels qu'existaient avant la réforme de la PAC de 92, et Joannès a fait les critiques. Mais en montrant en fait comment la valeur produite par le travail des exploitants et de leurs salariés est spoliée, ce que pourraient faire d'ailleurs les ouvriers du complexe agro-industriel, ceux de l'agrochimie, du machinisme agricole, de l'agroalimentaire, etc., etc. En lien avec les ouvriers agricoles et les exploitants indépendants. Ça suppose de s'organiser à la base dans des structures de surveillance et de contrôle des capitalistes qui seront en même temps des embryons d'un pouvoir ouvrier en lequel les plus fragiles des exploitants agricoles seront susceptibles d'avoir confiance. Là-dessus, il y a un rôle tout particulier des prolétaires des coopératives agricoles. Il y a quand même 200 000 salariés, alors il y a des cadres aussi, mais il y a quand même 200 000 salariés dans les coopératives agricoles. Formellement, salarié d'une coopérative, tu es exploité par les propriétaires de la coopérative, et les propriétaires de la coopérative, c'est les adhérents coopérateurs, c'est-à-dire les agriculteurs. Mais dans la pratique, les prolétaires de la coopérative, ils subissent une exploitation dont la plus-value ne revient pas aux propriétaires formels de la coopérative, les agriculteurs, mais qui sert en fait à atteindre un taux de profit moyen qui vient surtout engraisser les cadres de la coopérative et qui lui permettent d'accumuler son capital. Une coopérative que vous connaissez sûrement tous, c'est InVivo, celle qui voulait licencier le camarade de RP, Christian Porta. InVivo, c'est un groupe coopératif, c'est un des géants de l'agroalimentaire français, mais à la base, c'est un groupe coopératif. Ces prolétaires sont aux premières loges des processus évoqués précédemment et parmi les mieux placés pour effectuer le contrôle sur la répartition de la valeur et par ce biais nouer des liens avec les exploitants agricoles afin de les entraîner à leur suite. Cette question des coopératives, elle permet un peu de poser une dernière question un peu importante sur la propriété des agriculteurs, la question de la propriété, de l'expropriation des agriculteurs sur un état ouvrier, propriété du capital et propriété du sol. Alors au-delà des rapports formels de propriété, le copain ce matin du topo sur la dialectique rappelait que la révolution russe avait exproprié formellement, mais avait garanti aux paysans l'usufruit de la terre. C'est la question en fait de l'organisation de la production et de savoir en fait comment les agriculteurs vont travailler leur terre entre guillemets. Du fait de la différenciation à l'œuvre entre les exploitations, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un nombre non négligeable d'exploitations qui viendront des propriétés d'État. Les grands domaines viticoles, les grands domaines céréaliers, la riziculture de Ricom en Camargue, etc. Et à partir de ces exploitations d'État, mon impression, notre sentiment, c'est que ce ne sera pas très difficile, en lien avec l'industrie d'amont, d'aval et avec des banques qui seront aux mains de l'État ouvrier, d'organiser une production un peu planifiée et rationnelle sans exproprier les plus petits exploitants, mais plutôt de les gagner petit à petit à l'idée d'une agriculture collective et communiste, en leur garantissant ce que la société capitaliste n'a jamais pu leur garantir, un revenu décent et des conditions de travail dignes. Je passe très vite, mais on peut revenir sur les enjeux écologiques qui sont bien sûr au cœur de la problématique de la planification de l'agriculture. Et je m'arrête là en disant, voilà, en vous présentant ça, parce qu'il fallait quand même un peu bien se marrer. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à une intelligence artificielle de designer un logo faucille et marteau, mais avec les moyens de production modernes. Et donc il nous a proposé ça, c'est à la fois, il a gardé la faucille et le marteau, parce qu'il a mis faucille et marteau, donc il a gardé la faucille et le marteau, mais en même temps il a mis le dernier cri de la technique. Moi j'ai une petite préférence pour le noir et blanc, mais voilà, bon, avec le tracteur, vous voyez, le train, les associés de transport, les industries de transformation. Ça pourrait être le logo du nouveau pacte, pour parler comme le programme de transition que la classe ouvrière, en lutte pour le pouvoir, aurait à proposer au monde agricole, aux exploitants agricoles. Désolé d'avoir parlé beaucoup trop longtemps.
y a des... Est-ce qu'on peut peut-être ouvrir? Quand on ouvre, on entend le topo de Louise Michel juste à côté, qui est très très... Non, ils sont en train de discuter. Allez, un peu de... On a une demi-heure, désolé d'avoir parlé beaucoup, on a une demi-heure pour prendre les questions, les remarques, les besoins de précision, les contestations. Voilà. C'est quoi ton prénom? Thomas. Il y a Thomas, Rémi. Ok. Ah, il y a trop là. Ah, non, il y a Clément. Mon nom?